Salut Guillaume, Salut Pierre. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'aime toujours parler avec des intellectuels et des intellectuels comme toi qui acceptent sans problème de transmettre leur savoir, tu vois. Tu m'as demandé que 2000 € pour revenir, donc tu vois, ça me paraît pas beaucoup. Non, merci de t'être rendu disponible. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Parce que tu as tout un tas de, euh, de titres. Ouais, pour faire vite, je m'appelle Guillaume Ditch. Au départ, je suis enseignant en EPS, donc j'étais en établissement scolaire, en Seine-Saint-Denis notamment. Et après, depuis, je bosse en STAPS, donc à l'université, donc je forme au métier du sport, l'éducation, la santé. Et en parallèle, j'ai publié plusieurs bouquins où justement j'essaie d'analyser, on va dire sociologiquement, l'évolution du rapport des jeunes au sport, et notamment à travers les sports connectés, les réseaux sociaux. Ok. Et pourquoi as-tu choisi de faire prof de PS et pourquoi ensuite ne pas l'avoir exercé plus longtemps? En fait, c'est assez rapidement, c'est devenu pour moi un peu un projet et une passion, le fait de vouloir transmettre pour des élèves. Et Et ça, t'étais sportif? ouais, alors Ouais. j'ai notamment pratiqué du football, on va dire pendant 30 ans quasiment. Et après, bon, d'autres activités un peu à côté, quoi. Mais au-delà d'être sportif, ouais, moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était justement comprendre pourquoi tu avais des ados qui, très souvent, plutôt aimaient le sport et pour d'autres, des filles, des élèves peut-être un peu mal à l'aise avec leur corps, pourquoi finalement ils s'engageaient un peu moins dans le sport et en EPS. Donc, c'est Ouais. parti un peu de là. Ok, ouais, ça c'est intéressant. T'en as parlé pas mal, on va en parler. Et après, pourquoi ne l'a pas En fait, c'est presque une opportunité d'une certaine manière où je commençais à intervenir auprès des étudiants, notamment pour les futurs profs de PS. Et après, c'était assez logique d'être dans une logique de formation maintenant auprès de jeunes étudiants. Et ce que j'aime bien, justement, c'est on est toujours dans la transmission, mais sur un parcours assez long. Ok, donc maintenant, aujourd'hui, t'es plus qu'enseignant, quoi. Ouais, là, je suis plus qu'enseignant en STAPS, mais en parallèle, je continue à faire un peu de recherche, par contre, pour essayer là aussi de comprendre ce phénomène. On va peut-être en parler, bien sûr, autour de la course à pied, du running, mais pourquoi finalement aussi, à travers les réseaux sociaux, ça a amené une évolution et sur d'autres activités sportives. Ok, t'enseignes plus du tout, hein. On est d'accord. Non, j'enseigne en STAPS Ouais, et par contre, je fais pas que de la théorie justement et j'enseigne aussi dans la pratique football et ou encore le badminton. Donc j'ai un peu les deux, quoi, la théorie mais aussi la pratique et ça j'aime plutôt bien. Ouais. ok. On est là, après-demain, si je me trompe pas, il y a le 10 km de Paris. Euh, Est-ce que déjà tu cours? Et est-ce Ouais. que ce phénomène du running t'intrigue, te plaît, te Oui, alors déplaît? bon après, je suis un pratiquant régulier et d'une certaine manière, j'ai suivi l'engouement autour du running. Parce que, en fait, tu m'as posé la question. Moi, je suis issu d'un sport assez traditionnel. J'étais dans un club, une association, alors dans le football. Mais en fait, la course à pied a suivi la même trajectoire. C'est qu'au départ, c'était plutôt dans les stades, dans les clubs d'athlètes. Et progressivement, et moi aussi, dans ma pratique, ça se fait plutôt de manière autonome, libre, donc en dehors de la structure. Et aujourd'hui, j'ai une pratique plutôt régulière et ça répond à différentes motivations. Ouais. Ok, mais tu cours, ouais. Ouais, je cours assez régulièrement, alors, mais sans être pas forcément dans cette logique, on en parlera peut-être justement, cette quête de performance un peu du toujours plus. Mais ouais, je cours 4-5 fois par semaine. Ok, parce que ouais, cette quête du toujours plus, c'est pour moi ce qui caractérise vraiment le running aujourd'hui, quoi. Ouais, mais pas seulement, parce que il est vrai qu'on parle beaucoup de cette quête de la performance, du toujours plus, et c'est assez en lien avec l'évolution de nos sociétés. Alors, ça concerne pas non plus toutes les populations, hein, on en parlera peut-être aussi, mais ce qui est important de dire aussi, c'est que les réseaux sociaux, ce que ça a amené, ce que ça a changé, c'est aussi la quête d'intensité. C'est-à-dire que très jeune, et par exemple la course des 10 km à Paris là, dans 2 jours, on voit qu'il y a une barrière aussi qui a sauté. Là, aujourd'hui, tu as des très jeunes, 20, 25, 30 ans, qui vont très vite en fait faire un marathon. Ce qui n'était pas le cas de la génération précédente. Donc il y a cette quête d'intensité. Et dernière chose, il y a aussi une quête de reconnaissance. Oui, Et là où les réseaux sociaux, on peut le voir de manière positive, ça apporte de la visibilité. Mais là aussi, peut-être, ça amène parfois une pression à la performance. Mais derrière, il y a un besoin quand même de reconnaissance que peut apporter la course à pied et le running comme marqueur en fait culturel. ouais, parce que moi qui viens de l'athlé performance, en fait, Ouais. moi j'ai l'impression que justement il y a moins cette quête de performance. Alors, Dans la masse, ça se dilue ouais, beaucoup mais plus. je pense qu'on dit peut-être pas assez, c'est que la définition de la performance a évolué. C'est vrai que Oui, peut-être toi comme moi, la performance, elle devait être effectivement comparée, mesurée. Et je parle pas encore par rapport aux réseaux sociaux, hein, mais plutôt par rapport à un chrono ou autre. Aujourd'hui, la performance, elle est davantage, je dirais, investie par rapport à soi. C'est finalement se mesurer soi-même, se dire est-ce que je suis capable
quelles que soient en fait mes capacités, de faire un 10 km comme à Paris, là, faire pourquoi pas un semi, un marathon, un ultra. Ouais. Donc c'est plutôt une performance, mais qui est référencée un peu à soi. Et dans l'intention, ouais, ouais, comme on dit. Mais je donne un chiffre souvent que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est qu'aujourd'hui, le temps moyen sur marathon mondial, c'est de 4h30 en gros. Ouais. Et il y a 40 ans, il était de 3h52. Donc tu vois, le niveau moyen a vraiment baissé, alors qu'on a tous les gadgets, toute la technologie qui Ouais, est en notre faveur. mais alors oui, effectivement, mais ça montre aussi que il y a une massification. Donc il y a un nombre plus important. Ce que je disais, c'est que le fait qu'il y ait plus de jeunes, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément assez entraînées pour faire ce Ouais, type quand même d'épreuve, parce que faire un marathon, c'est pas non plus anecdotique. Donc positivement, on pourrait dire quand même que bah, malgré la baisse finalement de cette moyenne, bah, ça montre que au final, il y a un engouement qui est assez intéressant, mais par contre, c'est pas nécessairement au profit des plus performants, ça c'est clair. ouais. J'ai pas lu ton livre La France est-elle un pays de sport? Mais j'ai lu, tu as fait un article dans Ouais, Libération il y a pas longtemps suite à toute une vague de malaise tout à là, qu'il fait, y avait ouais. eu il y a 15 jours, je sais plus. Et tu penses que cette massification, comment tu la vois? Il y a beaucoup de dérives. Le problème vient de qui? Des organisateurs, des coureurs eux-mêmes qui sont irresponsables? Alors, je sais qu'on est un peu dans une époque où il faut trouver des responsables. Non, déjà, le vrai sujet, effectivement, c'est le dérèglement climatique. Et Ouais, se dire que, bien sûr, positivement, faire plus d'activité physique, avoir des mobilités douces, ces trajets au travail, à l'école ou autre, en vélo ou en marche, tout simplement, évidemment que c'est plus bénéfique pour l'empreinte carbone. Donc, on pourrait, d'une certaine manière, être content, effectivement, qu'il y ait de plus en plus de demandes de dossards, de participation à des courses qui sont massifiées, le 10, l'ultra, etc. Mais il ne faut pas oublier que bah, le sport aussi amateur, pas que professionnel, on participe aussi par les déplacements, par le fait qu'on laisse des traces alors, sur ce type de course massifiée, et qu'à un moment donné, ça draine quand même du monde des spectateurs, et qu'on participe aussi, à travers les goodies ou autres, à ce que l'empreinte carbone, elle soit pas ouais, diminuée. Donc il y a aussi la responsabilité, je dirais, collective, bien sûr. mais tu parles des organisations ou individuellement, c'est aussi l'organisation peut-être, enfin la responsabilité de l'État qui doit à un moment donné peut-être réfléchir, et il y a des organisations qui le font, hein, à peut-être un nombre maximal de personnes sur un événement. Pour avoir travaillé avant sur justement l'impact sur l'environnement des courses, le plus gros, en gros, de la pollution, c'est le déplacement de personnes. Ouais. Tout à fait. Tu vois, les goodies, c'est assez. Oui, Même c'est les gobelets, c'est quasi négligeable par rapport au tout à déplacement de fait. personnes. Et Paris, j'ai les chiffres sous les yeux, là, donc du 10 km de Paris qui a lieu dimanche après-demain. Donc, ils se vantent déjà d'être le plus gros 10 km d'Europe. Est-ce qu'il faut vraiment se réjouir de tous ces chiffres, comme tu dis, la Ouais, course? bah, après, c'est un argument marketing, hein. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on parle d'organisation, aujourd'hui, n'importe quel événement, alors soit il est effectivement le fait d'associations, mais la plupart du temps, bah, comme à Paris, c'est Adidas. Donc c'est quand même c'est du naming, et de fait, le fait de dire qu'on est le plus, bah, ça participe effectivement à cet imaginaire de la performance. Ouais. Ouais, mais pareil, ils se vantent qu'il y ait 133 nationalités représentées. Ça, pareil, à quoi ça sert de communiquer dessus? Moi, ça me Ouais, dépasse toujours un peu je ça. pense que là aussi, ce qui est intéressant, ça montre que derrière le sport, en fait, il y a un imaginaire, mais il y a surtout un récit. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la storytelling, et faut montrer que le sport est puissant parce que, par rapport à la nationalité, il peut permettre justement la diversité, la mixité, pourquoi pas l'égalité entre les hommes et femmes, parce que c'est aussi un aspect important, c'est qu'il y a une féminisation, ça c'est très positif. Je pense de la pratique de la course à pied, je crois qu'à Paris, j'ai vu le chiffre comme toi, 52-48, ouais. on est quasiment à parité, mais donc ça c'est là aussi pour que dans l'imaginaire, dans le récit, on puisse se dire c'est accessible à tout le monde, quelles que soient finalement nos différences sociales, culturelles, ethniques, de genre. Et c'est aujourd'hui un argument un peu marketing. Mais je termine là-dessus, qui empêche parfois, je trouve, de voir qu'il y a des inégalités quand même d'accès au sport, qu'on n'a pas tous les mêmes conditions d'existence, qu'on n'a pas tous le même temps pour potentiellement s'inscrire à cette course. Ouais, et l'argent aussi. C'est à peu près 40 euros le dossard, ça Ouais, coûte cher. parce que bien sûr, il y a une économie du sport. Alors, Oui, il y a l'inscription, bien sûr, le dossard, mais on oublie, et tu le sais bien sûr que mieux que moi, c'est que derrière, il y a différents gadgets. Alors, on pense tout de suite, bien sûr, à la dernière paire de baskets, mais en fait, il y a le gilet, il y a bon, la montre connectée, les applications, et derrière, en fait, on sait bien que, notamment sur ces types de courses, on est quand même sur des populations un peu plus aisées, mais surtout qui vont être demandeurs des nouvelles technologies, donc ils vont pouvoir participer à ce que cette économie du sport elle se développe. ouais. Avant qu'on parle justement de la sociologie comme ça qui envahit, si je puis dire, le running, pourquoi, c'est une question sans a priori du tout, hein, pourquoi est-ce qu'on recherche une parité homme-femme?
Et Ouais, quel serait le problème qu'il y ait 70% de femmes ou 70% d'hommes? ouais, ça montre que en fait, le sport, c'est ce qu'on dit un peu avec mon collègue dans le bouquin. Le sport, c'est, le reflet, de la société. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui effectivement dans une société où on pense la mixité, on pense aussi l'inclusion, parce qu'on on essaie aussi de se dire que est-ce que finalement, à travers le sport et la course à pied, c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Donc ça, c'est l'avancée. Et il est vrai que même, il y a même 30 ans, on ne se serait jamais posé cette question. Donc derrière, il y a un enjeu, je pense, fort de mixité, mais parce qu'on est dans une époque où il y a cette nécessité de faire évoluer les mœurs. D'accord. Ok. Je viens de perdre ma question. Juste, ouais, c'était pas l'objet du thème, c'était pas le thème d'aujourd'hui, mais tu dis, je t'ai entendu dire que les filles, pardon, les jeunes filles lâchaient beaucoup le sport, Ouais. beaucoup plus le sport que les jeunes hommes. Ouais, alors c'est une étude en fait Ouais, récente de la MJN notamment, mais qui coïncide avec tous les travaux un peu scientifiques, qui montrent qu'effectivement, mais tous les jeunes, mais particulièrement les filles issues de milieux populaires, décrochent du sport autour de l'âge de 11 ans. Donc concrètement, c'est début de l'adolescence, début du collège. Et ce qui est important et ce qui ressort, c'est que c'est pas lié à un problème de motivation. C'est le fait qu'il y a un environnement qui participe à ce que les filles décrochent. Concrètement, c'est quoi? C'est une ambiance dans un club. C'est le fait qu'on priorise dans les clubs traditionnels, hein, je parle, hein, plutôt la compétition, la performance, mais dans le sens où on se compare. Un moment en fait où le rapport au corps il évolue. Donc il y a une forme de pression sociale, parfois aussi des problèmes de violence sexistes, ouais, sexuelles aussi, malheureusement, et qui font que, en fait, à la fin, la fille, elle se dit quoi? Elle dit que bah, c'est pas pour moi. Et au bout de la chaîne, elle l'arrête, le d'accord. sport. Et tu parlais de compétition. Est-ce que tu sous-entends qu'elles ont l'esprit moins compétitif que les hommes? Non, pas du tout. Non, C'est que c'est pas ça. autour de cette compétition, bien sûr que la compétition, comme le 10 km, pourquoi il y a de plus en plus de personnes? Parce que ça permet d'avoir un objectif, ça participe à l'émulation un peu collective, c'est un événement assez marquant fort. C'est ça qui est recherché. Mais derrière la compétition, c'est vraiment plutôt le match, l'entraînement et le fait que justement on se compare. Il y a un regard aussi sur la fille, qui aujourd'hui, tu me parlais de la question de la mixité, de la parité, ben, on est dans une société où malheureusement, en parallèle, il y a des problématiques justement de harcèlement, de violence que subissent davantage les filles et les femmes que les hommes. Et il y en a plus en France qu'ailleurs, on sait? Alors honnêtement, j'ai pas le chiffre. Par contre, moi, je suis chaque année début janvier un rapport, je pense, sur les violences sexistes et notamment dans le chapitre autour du sport. Et c'est en augmentation. Et ça, c'est paradoxal parce qu'on pourrait se dire qu'on est dans une société avec une jeunesse qui est quand même plutôt au fait de ces questions d'égalité. Mais aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux, les retours à des discours un peu masculinistes font que le harcèlement, il se poursuit après en ligne. Et en fait, c'est un problème qui est vraiment systémique. Ah ouais, ouais, ok. Donc là, comme tu dis, c'est systémique. Faudrait en fait, c'est tout un travail de fond. Ça peut Bah, pas se changer en ouais, 15 c'est jours c'est là. pour ça que récemment, moi, j'ai suivi comme toi peut-être des contenus un peu sur ces questions autour du running, le harcèlement, le fait que des filles, des femmes soient suivies. Et en fait, par rapport à la question aussi du décrochage sportif des filles, mais aussi des femmes, un des freins, c'est ce sentiment d'insécurité. C'est le fait que bah, sur un trajet, pour aller courir, en fonction de la luminosité aussi, en fonction du lieu de l'installation sportive, bah, si c'est pas au centre, si c'est pas sécure sur le trajet, et ben à la fin, ils y vont pas. Ça, je fais une petite digression. Je sais plus où je t'ai entendu dire. C'est hyper intéressant. Tu dis que les jeunes, en gros, sont plus sédentaires qu'avant parce qu'il y a une insécurité globale dans le pays. Ah, ça aussi, c'est paradoxal. C'est que d'un côté, on a des sportifs, des sportives hyper visibles, hyper actifs, hyper performants. Ils vont participer à toutes les courses, les dossards, s'entraîner régulièrement. Et à l'inverse, on est dans une société avec des modes de vie très sédentaires. Donc, on a des jeunes de plus en plus sédentaires. Mais ça, c'est lié au mode de vie. Et effectivement, par rapport à ta question, un des éléments qu'on oublie, et peut-être dans les politiques publiques, c'est pour ça que c'est systémique, c'est ce problème d'insécurité. Et notamment dans les espaces sportifs qui sont occupés là majoritairement par des garçons, mais des garçons sportifs. Ouais. Donc toutes celles et ceux aussi hein, qui n'ont pas les codes, pas la culture, pas le corps aussi qui répond aux normes, ils sont relégués à la périphérie. Et donc en fait, c'est des territoires. Donc à la fin, ils y vont pas. Il ou Ouais. elle n'y va pas. Ouais, et tu allais même plus loin. Tu disais que par exemple, avant, les parents laissaient les enfants aller seuls à Ouais, l'école, donc ils se dépensaient plus, et aujourd'hui, c'est moins le cas. ouais. Et ça, alors, ça, c'est documenté même au niveau européen. Effectivement, quand on compare toutes les générations, là, pour faire très vite, on est passé, je sais pas, peut-être nos parents à 2 kilomètres en moyenne, où on laissait l'autonomie, on laissait notre gamin en fait se déplacer, alors je sais pas, dans un parc, un espace de sport ou autre, peu importe. Et aujourd'hui, en fait, c'est 3 fois moins. Donc Ouais. c'est 300, 400 mètres, avec toujours en fait un œil.
pour vérifier s'il n'y a pas un problème de sécurité. Donc oui, il y a le sentiment d'insécurité, mais il y a aussi le fait qu'on ne cherche pas à ce que nos gamins, et je peux en parler, moi j'ai des jeunes enfants, hein, mais nos enfants prennent des risques Ouais. et en fait développent leur motricité aussi. Et ça dit beaucoup, je pense, de notre société. Ouais. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que moi, quand j'étais jeune, je me baladais Ouais. c'était une petite ville, mais je me baladais et je me verrais pas faire la même chose à mes enfants aujourd'hui, Ouais, mais c'est par pour. cette insécurité. Alors, moi, pareil, je suis né dans un petit village où j'allais tout seul, effectivement, et très jeune sur la structure. Ce qui est aussi important de dire, c'est que ça questionne la place de la jeunesse. Que ce soit dans un village, dans une ville, l'espace sportif, aujourd'hui, il est à l'image de ce qu'on donne à la jeunesse. Il peut très vite être relégué à la périphérie. Donc, je sais pas, l'espace City Stade, l'espace de musculation aujourd'hui qui se développe, il est très souvent situé à l'extérieur du village, à la périphérie d'une ville. Alors oui, il y a un coût, bien sûr. Mais ça montre aussi la place du sport, enfin la place que l'on accorde au sport dans une ville et dans la société française. Elle n'est pas au centre pour l'instant. Et en fait, d'une certaine manière, on relègue nos jeunesses et on participe à ce que notamment les filles elles s'engagent moins dans le sport. Ouais. Mais en gros, tu disais quand même, les jeunes sont plus sportifs qu'avant. Mais en gros, quand ils font pas de sport, ils sont chez eux. C'est Mais un en peu fait, ça. c'est le paradoxe, c'est qu'on est sur une génération qui est sportive. Donc, tous les rapports de l'INJEP, c'est Institut National Jeunesse et Éducation Populaire, montrent que dans le déclaratif, les jeunes, ils sont sportifs. Alors, ils font de manière différente, on en parlera, hein, avec les réseaux, les communautés, etc., ou suivant des youtubeurs. Mais par contre, ils sont sédentaires. Ouais, Donc, c'est ça. c'est actif, mais sédentaire. Mais encore une fois, sédentaire par nos modes de vie, par le fait qu'il y a un temps d'écran plus important, qu'en termes de déplacement aussi, ils sont plus motorisés, donc ils vont prendre, je sais pas, une trottinette électrique, alors que peut-être toi comme moi, on prenait un vélo, on allait à pied, sur des déplacements même très courts, hein. Et ça participe à cette sédentarité, mais qui ne concerne pas que la jeunesse, hein. Ouais. Mais par contre, quand j'entends des gens, des anciens dire que les jeunes ne s'intéressent pas au sport, je suis pas d'accord du tout, moi. Bah, Et, bien sûr. et même dans les chiffres, le Tour de France, par exemple, je sais que l'audience du Tour de France se rajeunit beaucoup. Les jeunes s'intéressent au sport, moi, je trouve. Ouais, en fait, il y a deux choses. Déjà, il y a le fait que les jeunes, ils aiment le sport, mais ils le pratiquent différemment. Donc concrètement, bah, ce qu'ils aiment, c'est cette recherche de liberté, de flexibilité. Donc ils vont être plutôt sur une consommation du sport. Donc ils vont s'inscrire dans une salle, ils vont pourquoi pas être sur le City, ils vont éventuellement s'inscrire dans un club aussi. Et un peu comme lorsqu'on consomme une série Netflix ou autre, ils vont zapper. Ouais. Donc on est plus sur une seule pratique à l'année, ou comme moi, tu vois, en football, où j'avais une pratique dans un club sur plusieurs années. Là, en fait, c'est très Très changeant. superficiel, ouais, ils vont pas Mais c'est un peu à l'image de notre société, où on est sur de l'immédiateté, sur du zapping. En fait, on consomme. Et le sport, c'est un peu la même manière. Et- Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais Julia De Funès a dit ça sur le paddle, je sais Ouais, pas si t'as entendu. ouais. Alors, T'es un peu d'accord moi, ou pas? non. Non? Enfin, Ah ouais? enfin, je trouve que c'était très réducteur. Alors, il y a des aspects intéressants, mais là où c'est réducteur, c'est se dire que on pratique le paddle parce que c'est plus accessible. Déjà, il faut se dire qui pratique le paddle déjà. Déjà, ce sont plutôt des adultes urbains, CSP+, quand même. Comme le running, finalement, non? Comme le running, oui, oui, même si le running, quand même, bon, la démocratisation, elle n'est pas totale, mais comme je disais, on touche quand même des publics plus jeunes, davantage de filles. Le paddle, comme c'est un coût très important. Non, là où je rejoins effectivement Julia De Funès, c'est qu'il y a une pratique qui est ludique. Ça, oui, et ça, c'est une aspiration des jeunes. Ils veulent le pratiquer pour du plaisir. Et évidemment que le paddle est beaucoup plus accessible, par exemple, que le tennis. Ça, c'est vrai. Le reste de l'article, je le trouve un peu réducteur. Mais je vais te donner un contre-exemple, l'Aerox qui explose. Ouais. Justement, l'Aerox, en gros, son fondateur, il dit que c'est la muscu, sauf qu'on n'a jamais pu se comparer en muscu. Ça permet aux gars qui faisaient Oui, du culturisme de faire la compète, en fait. ouais. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que tu dis. Alors, oui et non. Oui, par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Non, dans le sens où l'Aerox, en fait, ça répond là aussi à un besoin. Ce sont des efforts très intenses. Donc, je disais, il y a une quête d'intensité. Il y a effectivement le fait d'être mesuré. Il y a le fait aussi que c'est une marque, hein, bien sûr, créée par les Allemands, qui ne sont pas forcément au départ dans le sport en plus, mais ils sont dans le marketing. Et ils ont bien compris qu'il fallait aussi proposer des formats qui soient Instagrammables. Donc à Paris, c'était le Grand Palais, le fait qu'on puisse justement montrer, se mettre aussi en scène, en visibilité. Donc ça, c'est intéressant. Et après, ils ont peut-être vu la limite du CrossFit, qui se développait pas mal, c'est qu'il fallait finalement associer la musculation et la course. Donc le renforcement, mais aussi le cardio. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Mais ce qu'on oublie, je pense, c'est de dire qu'on est sur des efforts très intenses.
Et ça dit beaucoup par contre de la société, le fait qu'on est sur cette quête d'intensité tout de suite et très fort en fait finalement. Ouais. On va parler un peu de tout ça aussi. J'ai regardé une vidéo de toi où tu parlais d'un concept, on va en parler si tu veux. Alors, c'est très décousu hein, le podcast aujourd'hui, où tu parlais d'eximisme ou d'eximité, je sais plus comment Ouais, tu l'eximité. L'eximité. Ouais. Donc ça, on va en parler avec les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu peux commencer par décrire un peu la sociologie aujourd'hui, le runner standard qui se met au footing Ouais, à alors 40 déjà, ans. je pense qu'il faut qu'on différencie la course à pied du running. La course à pied aujourd'hui, ça concerne vraiment tous les pratiquants, hein. Le sportif du dimanche ou la sportive du dimanche, c'est ceux qui vont pas forcément le faire de manière régulière. Et en fait, dans les enquêtes, c'est pour ça qu'on dit il y a 10 à 12 Ouais, millions oui, ça m'étonne de toujours, personnes ouais. qui font la course à pied. Déjà, c'est du déclaratif. Oui. Et en fait, à partir du moment où tu cours une fois dans l'année, tu es Voilà, considéré c'est quoi. comme un coureur. Je pense qu'on va plutôt parler des runners, donc le running, effectivement, où là, on s'inscrit éventuellement dans une course comme à Paris, là, sur le 10, semi-marathon, mais surtout, on le fait de manière régulière. Donc, au moins 2 fois par semaine. Là, on est plutôt autour de 5-6 millions. Mais c'est déjà énorme. Donc, ça montre quand même l'ampleur, la massification de cette course. Aujourd'hui, on est quand même plutôt sur, majoritairement quand même, plutôt un public jeune, urbain. Jeune, ah oui, ok. Encore jeune, ouais. Quand je dis jeune, c'est jusqu'à 30-35 ans, hein. Dans les D'accord. enquêtes, on est encore jeune. Alors moi, Ouais. je suis plus jeune maintenant, mais c'est plutôt urbain. On est quasiment à parité homme-femme. Donc ça, c'est quand même une évolution assez significative. Mais pour autant, ça masque parfois cet engouement, je trouve, les inégalités notamment sociales. Donc pour faire simple, il y a un écart de 30 points en fonction des milieux sociaux. Donc c'est plutôt favorisé. Les milieux populaires s'engagent moins dans le running. Et Quand même. pourquoi, on le sait? Alors, il y a les freins qui sont rappelés systématiquement, les obstacles, hein, donc c'est un peu les conditions d'existence. Alors, il y a différentes situations, hein, sans parler de précarité, mais c'est important parfois de le redire. C'est le fait qu'on n'ait pas forcément les conditions, le temps pour le faire. On peut faire aussi un travail qui est usant physiquement aussi, avec pas forcément des horaires de travail qui te permettent, je sais pas, si toi, comme moi, t'es père de famille, d'accompagner tes enfants, d'avoir un temps pour soi, pour la course, sur ces éléments. Économiques aussi, tu l'as dit, hein, parce Ouais. qu'il y a quand même des moyens financiers à avoir pour le faire. Alors que là aussi, c'est contre-intuitif. On se dit, il suffit de mettre des baskets et Ouais, on c'est n'a plus qu'à le cas. on n'a qu'à courir. C'est pas si simple, donc il y a le temps quand même à disposition. Et après, des contraintes notamment familiales et principalement lorsqu'on est une mère isolée, éventuellement une famille monoparentale, ça amène quand même des freins, des obstacles à cette pratique de la course à pied. Et est-ce qu'on sait pourquoi c'est beaucoup d'urbains qui se mettent à courir? Alors, bonne question. On sait en tout cas qu'aujourd'hui, la course à pied, c'est un marqueur culturel. Ouais. Donc, c'est pour ça que, par exemple, les run clubs, donc les clubs de running qui se développent, alors, il n'y a pas que à Paris, il n'y en a pas que à Lyon, il n'y en a pas que dans les grandes villes. Mais globalement, quand même, ça répond aussi à ce profil. Il faut une flexibilité du temps. Donc, je sais pas, en fin de journée, j'ai 1 heure. C'est mon moment un peu de décompression, de soupape, là. Je vais faire la course. Mais en même temps, j'ai besoin de faire des rencontres. Donc, il faut qu'il y ait un peu de convivialité. Donc, dans une communauté de runners, je vais, je sais pas, suivre un compte Insta ou pourquoi pas sur Strava. Et en fait, on va courir ensemble. Et c'est parce que on a peu de temps et on a ce besoin de flexibilité, mais aussi quand même un peu de collectif, de convivialité. Ouais, complètement, ouais. Et moi, j'ai fait un podcast il y a pas longtemps sur ces différents objectifs des runners où c'est hyper divergent, en fait. Complètement. Moi, je préfère aller courir, faire ma séance tout seul, que ce soit bouclé comme il faut en 1 heure, plutôt que d'aller discuter pendant 3 heures, Ouais. boire un café, manger un Mais flan. ça, ce qui est intéressant, c'est une évolution aussi. C'est que historiquement, la course à pied, c'est vraiment une pratique solitaire, quoi. En fait, en France, ça s'est développé dans les années 70. Alors bon, je ne vais pas faire toute l'histoire de la société française, mais c'est après mai 68. Il y a cette idée de se libérer par le corps, pour les femmes aussi. Et en fait, ça se traduit en sport par le fait de sortir du cadre. Arrêter de faire dans un stade, autour de la piste d'athlée, et le faire en milieu naturel, dans la ville, n'importe où. Mais seul, effectivement, autonome. C'est un peu le culte un peu de la performance, l'auto-entrepreneur, quoi. Je suis seul, c'est mon moment. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on pratique seul, mais ensemble. C'est quand même, ça reste une pratique solitaire quand même, mais à travers des communautés. Et comme tu le dis, on n'a pas tous les mêmes motivations. Toi, c'est peut-être le faire seul. D'autres, ils vont se motiver parce qu'ils vont courir à plusieurs. Ils font de manière connectée ou non. Et en fait, ce qui est complexe, c'est qu'il y a une forme d'hybridation. C'est très hybride, quoi. On peut plus dire qu'aujourd'hui, c'est ça la course à pied. Oui, Finalement. complètement. Ouais. Et c'est un peu le problème avec ces massifications des courses, c'est que tout le monde est mélangé et presque un peu trop aujourd'hui. Enfin, pour les puristes. Ouais, je comprends effectivement. Tu fais bien de dire pour les puristes, c'est que c'est là, j'ai
j'ai lu aussi 2-3 trucs effectivement sur les critiques, parce qu'on pourrait se dire que finalement, à travers la course à pied, et on parlera peut-être sur l'extimité, certaines recherchent plus la mise en scène, se dire, ok, ou même dans son profil LinkedIn, c'est bon, j'ai fait le marathon, j'ai 25 ans, j'ai fait le marathon, j'ai réussi ma vie, quoi. Et on a presque l'impression que c'est un passage obligé. Ou à l'inverse, moi, parfois on me demande, tu cours régulièrement, tu interviens sur ces sujets, mais t'as pas fait un marathon. Je dis ouais, mais c'est parce que c'est très personnel. Et on voit presque aujourd'hui, il y a une forme de pression sociale qui peut amener, pour les puristes, peut-être certaines critiques, quoi. En athlète, il y a un terme terrible, je trouve, c'est tu vaux combien? Tu vaux combien sur 10 Ouais. km et tout? C'est terrible. Celui qui a jamais couru 10 km, il dit quoi? Je vaux rien. Tu vois, Ouais, et le par exemple, au terme marathon, est c'est le fameux, c'est sub 3 heures, 4 heures. ouais. Ça montre aussi quand même que l'objectif, il reste comme la quête de la performance, même si on a dit que ça évolue un peu la définition. Et surtout, ce qu'a apporté les objets connectés, c'est la mesure. Avant, tu avais le chrono, mais là, aujourd'hui, tu as quand même eu des applications, le phénomène autour de la montre connectée, qui fait que n'importe qui peut avoir peut-être accès et avoir un suivi de des entraînements assez réguliers, mais finalement, on est toujours dans la mesure, la comparaison. Alors, peut-être que pour toi, c'est plutôt positif, peut-être aussi parce que tu as fait de l'athlé, tu as été éduqué et tu es capable, en fait, de ne pas ressentir la pression. Pour d'autres, ça amène, c'est une forme de pression sociale parce qu'ils ont l'impression d'être comparés, mais surtout surveillés. Mais il y a un paradoxe dans l'eximité, on va le définir peut-être un peu mieux, Ouais. mais c'est que c'est des coureurs qui n'ont pas forcément de niveau qui s'exposent le plus et qui du coup s'exposent le plus aux critiques en fait. Des fois, je me dis, mais pourquoi ils prennent le risque de... En fait, il faut se dire dans quel monde et à quel moment ils sont nés, en fait. Cette Oui. génération, la génération Z dont on parle souvent, fin des années 90, début des années 2000. Bon, je suis un peu plus âgé, là, j'ai 40 ans. Donc, eux, ils sont nés à l'ère des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, même en dehors du sport, c'est un moyen de se sociabiliser. Donc, créer des liens, mais par le numérique, par des interactions peut-être un peu virtuelles. Et en fait, ça se traduit dans le sport. L'extimité, c'est quoi? L'extimité, c'est accepter le fait que il y a des fragments de ma vie, il y a une partie de moi, sans être dans l'intime, hein, que je vais accepter d'exposer aux Ouais, yeux de tous. C'est le contraire de l'intimité en fait. Complètement. Ouais. Mais par contre, là, dans cette définition, c'est pourquoi je le fais? C'est pour répondre à un besoin de reconnaissance. Ouais. Donc, on a besoin de rechercher des likes. Sur Strava, c'est rechercher des kudos. C'est aussi la gamification, c'est chercher le badge, RP, la meilleure performance, sur des segments, etc. Et par rapport aux réseaux sociaux, en fait, on suit c'est assez logique. C'est que toutes celles et ceux qui partagent en story des fragments de leur vie, le font aussi aujourd'hui dans le sport. Ouais, complètement. Et tu as des gens qui, euh, au moindre échec, tout de suite, la première chose qu'ils vont penser à faire, c'est de se filmer en train de pleurer, etc. Ouais, c'est pour ça que moi, actuellement, avec des collègues, on bosse sur ces notions d'extimité, mais autour de Strava. Et là aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de l'extimité, déjà, il y a la variable de l'âge. C'est que là, nous, ce qu'on a analysé, mais avec d'autres collègues aussi, hein, c'est que les plus jeunes, ils ne voient pas comme une mise en scène. C'est assez logique de partager en story l'échec, la réussite. C'est totalement assumé. Et plus on avance, en fait, dans l'âge, et on voit bien qu'il y a l'effet générationnel, plus finalement, on est plus sur de la mise en scène, ou alors on est très critique. Et au contraire, on va partager des performances, mais éventuellement avec des amis, auprès de la famille. Et on est totalement sur des logiques différentes. Et est-ce qu'on a du recul pour savoir si cette extimité, ça mène à plus de burn-out ou de dépression? Ouais, alors, pas sur l'extimité. Par contre, ce qui est bien documenté aujourd'hui, c'est que le fait de partager, alors pas forcément par l'image, hein, parce qu'on peut partager simplement sur une application, le fait de partager systématiquement ses performances peut être vécu par certains de manière très négative, une forme de pression sociale qui peut amener, comme tu l'as dit, alors de l'anxiété, du burn-out. En tout cas, ça dégrade l'expérience. Le fait d'être tout le temps connecté, tout le temps comparé, mesuré, ça dégrade l'expérience et en fait, ça amène certains à décrocher et abandonner en fait la pratique sportive. Donc c'est contre-intuitif. Et c'est complètement paradoxal parce que tout vient d'eux en fait. C'est eux qui ont fait le choix de s'exposer. Ouais, mais c'est pour ça que là aussi, dans cet imaginaire autour de la course à pied, on pourrait dire que là, on est totalement libre. On met son application, on le partage ou non. C'est moi qui ai décidé de me livrer un peu dans mes stories. Et non, là, on voit le poids des injonctions. Ouais.
les injonctions, elles sont très fortes. C'est pour ça que On est prisonnier de l'époque, tu dis. ouais, en fait, il y a des auteurs, pour faire simple, ils appellent ça, en fait, c'est la tyrannie de la visibilité. C'est pour ça que certaines, on a l'impression que c'est presque une obligation. Alors, de partager, mais surtout de faire la story pour dire, c'est bon, j'ai couru. Vous avez vu, j'ai couru. J'ai fait ma course. Et on voit bien comment, au départ, c'était une forme de liberté. Et ça devient presque un enfermement, une injonction à la norme. Ouais. Ouais. Et ça, on le voit dans l'obtention des contrats où certains athlètes élites se font prendre des contrats par des influenceurs beaucoup moins et qui ont du mal à Ouais, concevoir ça, en fait. bah, c'est pour ça qu'on voit bien que, et pas que dans le sport, comment en fait les marques aussi exploitent, alors peut-être le terme est fort, mais en tout cas utilisent des influenceurs, des influenceuses, pas, comme tu dis, pas forcément expertes, parce qu'en fait ils deviennent des ambassadeurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est une logique où plus tu es suivi, plus tu es visible, plus potentiellement tu peux évidemment permettre de diffuser une marque. Et quand bien même, tu n'es pas forcément compétent effectivement dans le domaine. Mais ça, je trouve, c'est dans notre société, c'est sur tous les sujets. Je sais pas, je crois que tu es kiné, Oui. ou les médecins. On a aussi aujourd'hui des médecins qui vulgarisent, et ça, c'est très intéressant, je trouve. Mais à l'inverse, on peut aussi avoir tout et n'importe quoi quand même aujourd'hui autour Ouais. des sciences. Et le problème du sport, notamment, je trouve, c'est que c'est un sujet. Alors, on commence vraiment à avoir de le traiter de manière sérieuse. Mais on peut aussi avoir effectivement ce type de dérive où l'influenceur qui est très suivi va être l'ambassadeur d'une marque et être peut-être davantage écouté que d'autres personnes qui, je pense, ont des choses intéressantes à dire. Ouais. Ça, c'est terrible, l'humain. À chaque fois qu'un super outil est créé, l'humain va le détourner à Ouais, c'est pour ça que à je dis, l'extrême, c'est quoi. comme les réseaux sociaux, c'est comme les écrans, c'est la question, ou les IA aujourd'hui, notamment, c'est quel est l'usage que tu en fais. Et je te rejoins, on a l'impression que systématiquement, il y a ce caractère un peu ambivalent. Et en fait, dans le sport connecté, il y a ce caractère ambivalent. Parce qu'il faut rappeler que le fait d'avoir une montre connectée, par exemple, je sais pas, suivre sur Strava ou autre, ça a une logique motivationnelle. Ça permet de suivre Ah ses oui. progrès. Donc c'est positif. C'est positif. C'est encore plus positif pour les experts. Peut-être toi, justement, qui est plus entraîné, c'est documenté. C'est que c'est vraiment positif. Ça permet un suivi régulier. Mais dans le côté ambivalent, c'est que lorsque des publics sont peut-être pas assez acculturés, lorsqu'ils subissent aussi la norme de la performance, lorsqu'ils pensent qu'ils sont pas légitimes, pas capables, ça exerce effectivement une logique très négative. Et c'est Ouais. là où peut-être il y a besoin de réguler un peu et d'avoir un format un peu, je sais pas, plus hybride. On n'est pas toujours obligé d'être connecté, quoi, d'une certaine manière. Et ce détournement un peu, enfin, c'est propre à l'être humain, je pense. Ouais. Je crois que la TNT, à la base, ça a été fait pour casser des montagnes et au final, ça a servi à faire des bombes, quoi. En fait, à chaque fois, l'humain... Ouais, et je pense que notamment dans la technologie, dans l'usage, on voit bien que on est animé par le progrès, le toujours plus. Donc, il faut aller plus vite, il faut effectivement avoir la dernière application, les dernières data. Sauf qu'on oublie effectivement que dans cette course à la performance, il y a peut-être aussi d'autres enjeux écologiques aussi, sur le matériel aussi qu'on dépense. Et parce qu'on parlait un peu des courses, mais il y a aussi quand même derrière le matériel, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a besoin systématiquement Ouais. du toujours plus? C'est certainement des réflexions à avoir aujourd'hui et qu'on aura encore plus demain, quoi. Et ça peut venir de qui, les solutions, là? C'est une bonne question. Moi, je sais que autour du sport, notamment, on a tendance à systématiquement parler des individus. C'est la responsabilité individuelle. Se dire que si toi, tu n'as pas envie de faire du sport, c'est ta faute. Si à un moment donné, tu as une pression à la performance, tu n'as qu'à te déconnecter. Moi, je suis plutôt partisan aussi d'une logique collective. Et quand tu mets en parallèle un peu le politique, et notamment ce politique de santé ou du sport, en fait, il y a un recul quand même de l'État. Progressivement, l'État social, donc vraiment le collectif, que ça soit en termes de santé ou de sport, très concrètement, aujourd'hui, le budget ministère des Sports, c'est 0,15% du budget général. Donc, c'est pas que c'est rien, c'est vraiment très faible. C'est ça la France. Alors, malgré tout, on a des associations et des collectifs qui fonctionnent bien, hein. Mais qu'est-ce que ça serait demain, une politique sportive, une politique publique de santé, si à un moment donné, l'État, le collectif s'engageait un peu plus, et notamment pour celles et ceux qui en sont éloignés, hein, bien sûr. Et pourquoi ils le font pas? En plus, Macron, avec les Jeux, avait fait tout un discours. Parce que le sport est politique, contrairement à ce qu'il dit, Oui. que d'autres politiques disent, hein. Mais pour moi, c'est un sens noble. Quand on dit le sport est politique, c'est-à-dire que c'est au service de l'intérêt général du plus grand nombre. Et malheureusement, le sport, on le voit bien, notamment après les Jeux de Paris 2024,
il y a systématiquement un peu une instrumentalisation, quoi. Il y a l'image, C'est du soft power, quoi. c'est du soft power, mais là où c'est puissant le sport, comme dans les courses, c'est qu'on peut justement, à travers les contenus aussi, on peut en fait faire tout un récit. C'est presque une dramaturgie. Il y a du marketing qui fonctionne bien justement aujourd'hui. Donc on a des super images. On parlait de l'Aerox sur des événements. Et ça empêche, je trouve, dans les débats publics de dire OK, il y a ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on donne vraiment financièrement à ces populations qui pour l'instant sont quand même empêchées. Ouais. Ouais, Et c'est parce qu'on met, pardon, mais juste pour repréciser, en fait, on met en avant l'image. Tu parlais des audiences. On se dit que il n'y a jamais eu autant d'audience sur des Jeux paralympiques, par exemple. Donc très bien. Moi, je suis le premier effectivement à me dire ce qui a été fait pour les Jeux paralympiques, même sur la couverture médiatique, c'est du jamais vu, c'est énorme. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a fait vraiment pour l'inclusion par le sport en termes de budget? Ah, moi, j'invite chacun à aller voir toutes les coupes budgétaires qu'il y a eu, notamment sur ce sujet. La dernière loi handicap, c'est 2005. C'était il y a 21 ans exactement. Ah oui. Euh, En termes de mobilité, parce que le sport, c'est aussi le trajet pour aller sur l'installation sportive. Il y a eu des avancées. Là, aujourd'hui, j'habite à Paris, même sur les transports, métro ou autres, il reste à faire quand même, hein, malgré les discours justement politiques sur l'inclusion par le sport. Et toi, qu'est-ce que t'aimerais? Moi, je me souviens quand j'allais en voyage scolaire en Angleterre, j'adorais les Anglais qui faisaient école le matin, sport l'après-midi et tout. Ce serait pas des solutions, ça? Ouais, alors là aussi, je pense qu'il y a un débat qui revient systématiquement. On parle souvent du modèle allemand aussi. Et Ah ouais, les Allemands, c'est ça. cours le matin, sport l'après-midi. Bon, déjà, la réalité, je pense que c'est important de rappeler que ça fait plus de 20 ans que les Allemands, même si c'est un peu différent parce qu'ils fonctionnent par Länder, c'est pas national, mais ça fait plus de 20 ans qu'ils sont plus du tout sur ce modèle. Ils sont au contraire plutôt Ah oui. proches du modèle français. Parce qu'ils se sont rendus compte, un truc très simple, et l'Angleterre c'est pareil, c'est que ça accentue les inégalités. Pour faire simple, l'après-midi, les courses, ce n'était plus, comme pour nous, l'éducation nationale qui finançait. C'était les collectivités. Et donc, très vite, les inégalités sont fortes parce qu'il faut derrière des éducateurs. Il faut pouvoir aussi avoir des installations sportives. En France, aujourd'hui, c'est saturé en termes de créneaux d'installation. Donc, si demain, tu ne fais plus les cours d'EPS le matin et tu mets tout l'après-midi l'école primaire, collège, lycée, c'est mathématique. De fait, déjà, on n'aura pas assez d'installations. Ensuite, on manque d'éducateurs. Je vais prendre un exemple simple. Encore récemment, on a parlé des rythmes scolaires. Commencer l'école à 9 heures, par exemple, au collège, plutôt que 8 heures. Terminer les cours plus tôt, très bien, pour adapter à nos vies. Mais comment on va pouvoir, sans éducateurs, sans personnel, sans installation sportive, leur proposer une offre de qualité à égalité sur le territoire? Qu'est-ce qu'on va faire au niveau du périscolaire? On n'en parle pas que positivement actuellement à Paris. Qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants, des collégiens, des lycéens, si on termine plus tôt? Comment, en termes de garde aussi pour les parents, on va pouvoir permettre justement de pouvoir concilier toi, ta vie de travail, une vie professionnelle, l'homme, la femme, éventuellement la mère isolée. Tout est imbriqué, quoi. Et en fait, c'est ça. Moi, je trouve que dans cette problématique, c'est que tout est imbriqué. Et en fait, on voit bien comment systématiquement on prend ces problèmes de manière isolée. Parce que, évidemment, terminer là-dessus. Oui, les chronobiologistes diront, ou les biologistes diront qu'il faut commencer à 9 heures pour un ado aujourd'hui, et pas à 8 heures. Très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de 8 à 9 des parents qui n'ont pas la possibilité de les accompagner? Ensuite, on va nous dire, imaginaire, modèle allemand, anglo-saxon, ok, on va faire les cours de sport, d'éducation physique et sportive, artistique l'après-midi. Ok, mais qui encadre? Sinon, on va retomber dans des dérives où finalement... les villes qui ont plus de moyens financiers vont pouvoir peut-être effectivement accompagner ces jeunes dans le sport, la culture. Et celles et ceux qui n'ont pas les possibilités, ils feront ce qu'ils peuvent. Et malheureusement, il y aura des dérives. En tout cas, on n'aura pas un enseignement de qualité, quoi. Je connais pas bien le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de modèle parfait, quoi. Même aux États-Unis, le système universitaire est bien pour le sport, mais derrière, ils arrêtent souvent. Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je trouve que tu me poses la question un peu de comparer. Je trouve que souvent, la France, on a cette tendance aussi dans le système éducatif scolaire à s'inspirer de modèles. Par exemple, on a longtemps cherché à avoir le même modèle que la Suède. On parle beaucoup de la Suède à l'école, justement, sur la pédagogie et aussi sur l'usage du numérique, par exemple. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité? C'est pour ça qu'il faut voir aussi un peu les études là-dessus. La Suède, par exemple, est totalement revenue en arrière sur le numérique. Ouais. Ils ont retiré les tablettes, je crois. C'est zéro tablette, zéro écran, et c'est vraiment retour au papier.
moi, avec mes étudiants, qui 100% utilisent par exemple les IA génératives, bon, ChatGPT, Perplexity, ce que tu veux, Claude, etc. Là aussi, c'est notre manière de penser, d'apprendre. Donc, on est en train de revenir, là aussi, peut-être à d'autres formats qu'on pensait un peu passés. Mais parce qu'encore une fois, là, tu me posais la question par rapport aux technologies. Je pense qu'on est à un moment où ça va trop vite, tout s'accélère. Et en fait, je pense qu'on voit la même chose dans le sport, où à un moment donné, comme tu me parlais de burn-out, d'anxiété, il y aura peut-être un moment où on aura besoin de se déconnecter, de faire une pratique un peu plus minimaliste, un retour un peu à la nature, à soi, sans avoir systématiquement la montre et en postant la story de son run, quoi. Ouais. Tu penses que c'est quand même un effet de mode, ça va redescendre ou... On m'avait posé la question il n'y a pas longtemps. Là, si vraiment on voit l'engouement, ça va nécessairement se poursuivre parce qu'il y a une économie du sport dont on parlait. Il y a une génération qui est née avec les réseaux sociaux. Donc pour qui, finalement, c'est assez naturel de partager son run et ses performances, etc. On l'a dit, c'est quand même plutôt positif. C'est-à-dire que ça permet à plus de jeunes d'être sportifs. Oui. Là où peut-être, à un moment donné, il va falloir se poser la question socialement, politiquement, c'est lorsqu'on compare notamment les questions de santé mentale. On parle beaucoup de sédentarité, c'est à juste titre sur les modes de vie, mais lorsqu'on voit pour moi l'ampleur de cette problématique de santé mentale pour nos jeunes, alors santé mentale au sens large, hein, ça peut être dépression, anxiété, ça peut être aussi les troubles d'attention, TDA, TDAH. À un moment donné, je pense que l'hyperstimulation, et moi je pense souvent à l'exemple, même le fait d'écouter un podcast quand je cours, ça dit beaucoup de nos sociétés. C'est-à-dire que même quand je peux avoir 1 heure pour courir, voilà, où je peux penser à autre chose, eh ben, je suis quand même à optimiser mon temps. Et en fait, ça agit comme une hyperstimulation. Donc c'est même à ce moment-là, je suis obligé d'être encore connecté. Et là, quand on voit les situations d'épuisement professionnel aussi, je pense qu'il y a peut-être aussi une réflexion à avoir, mais très très rapidement. Pas Ouais. attendre dans 20 ans, quoi. Et je pensais pas que c'était autant les jeunes en fait qui se mettaient à la course à pied. Je pensais que moi je voyais que c'était plutôt la crise de la quarantaine, quoi, en gros. Ouais, mais c'est pour ça Et- qu'il y a un chiffre qui est le fait aussi de toutes les courses. Là, les 10 km de Paris, là, dont on parlait il y a 2 jours, ou le marathon de Paris il n'y a pas longtemps, il y a vraiment cette barrière de l'âge qui a totalement sauté. Donc, chaque année, la moyenne d'âge des coureurs, des coureuses, elle avance. Elle diminue? Enfin, elle diminue, ouais. Oui. Donc, ça montre bien, encore une fois, que le jeune aujourd'hui, il est sous une quête de performance, une quête d'intensité, mais aussi, on l'a dit, une quête de reconnaissance. Donc c'est un marqueur. Donc il faut qu'il fasse finalement, et c'est pas un effet de mode, hein, mais très vite se dire, ok, moi j'ai fait le 10, j'ai fait le marathon, j'ai fait la course à pied régulière, j'ai partagé en story. Ça fait partie aujourd'hui de la socialisation des jeunes en fait, hein. Et comment on l'explique? Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Ouais. J'ai pas du tout besoin de prouver ça ou de Moi non vouloir plus, ouais. montrer mon corps différemment. Et tu vois, dès qu'on parle un peu de, je sais pas, d'esthétique, enfin, même pas dès qu'on parle de quelque chose et les gens le ramènent au poids, à Ouais, l'esthétique. complètement. Comment on l'explique tout ça? Ouais. Alors déjà, comme tu l'as dit, il y a différentes motivations. Là aussi, nous, on bossait sur cette question avec des collègues là sur cette expérience de la publication. Donc pourquoi, effectivement, qu'est-ce qui fait que je vais partager en public notamment, hein, mes performances ou sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social. Il y a plusieurs raisons. La première, qui revient systématiquement sur toutes les études, et pas qu'en France, hein, aussi à l'international, c'est la reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, elle peut être vue de manière positive. Donc, je suis à la recherche en fait de likes, de retours, et ça participe à me motiver. On l'a dit, c'est aussi négatif. Ça peut être négatif aussi la reconnaissance, parce que ça peut exercer une pression. Deuxième élément, c'est la sociabilité. Et c'est là où peut-être toi comme moi, on n'est pas de la même génération là, qu'actuelle. Peut-être qu'on se retrouve un peu moins. Sociabilité, c'est dire quoi? C'est-à-dire que pour beaucoup, en fait, c'est un moyen on l'a dit, courir seul mais ensemble. Donc de recréer des communautés. Donc ils vont apprécier, même de faire des rencontres, hein, parce que c'est un Ouais. réseau social sportif. Ils vont apprécier le chambrage entre amis ou en famille. Donc tu vas avoir le groupe WhatsApp où en fait on va chambrer entre copains. Donc c'est la sociabilité. Troisième élément, c'est aussi la fiabilité technologique. Donc certains, c'est là où tu te retrouves pas peut-être. Ils sont obligés de le faire. Et au contraire, parfois quand ils partagent pas, ils comprennent pas qu'il y a un décalage avec eux, ce qu'ils ont sous la montre, l'application, etc. Donc en fait, il y a plein de raisons assez différentes, mais comme je disais, c'est lié notamment à l'âge et parfois aussi au genre, donc le rapport à la performance principalement.
Ça, c'est hyper. Moi, c'est pour ça que ça me fascine le running aujourd'hui, c'est que ça, c'est le reflet complet de la Complètement. société, quoi. Ouais. Ouais, parce que la course à pied, mais même la marche, moi je trouve là où c'est intéressant, c'est que la course à pied, il y a vraiment l'imaginaire. C'est accessible, on est libre, c'est plus simple. Moi je dis toujours, ouais, c'est plus complexe. Et c'est même souvent contre-intuitif, parce que la course à pied, et même encore plus la marche, vraiment pour moi c'est typiquement l'activité, on se dit, ah ouais, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de différence. Et non, parce qu'en fait on oublie toutes les conditions qu'il faut mettre en place pour que toi, par exemple, tu puisses courir régulièrement. Ouais. Tu peux aussi avoir ton temps pour soi. Éventuellement, un temps où tu le fais avec tes enfants aussi, ou avec, je sais pas, ta compagne, ou enfin, peu importe. Et on oublie toutes les conditions à mettre en place et le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, on a certes plus de temps libre, 5 semaines congés payés, bon, 35 heures au plus, évidemment, ça dépend des métiers, en tout cas, factuellement, mais on est dans une société où le temps s'accélère. Ça s'accélère parce on a plein de sollicitations, notamment par les écrans, principalement, qui fait que on a l'impression, en fait, il y a des auteurs qui parlent de famine temporelle. On a l'impression de jamais avoir de temps. On est tout le temps dans le jus, on est tout le temps à la bourre surtout. On n'arrive pas à suivre les sollicitations. On pense que finalement le mail, ça va plus vite que la carte postale ou que la lettre. Mais en fait, pour une lettre, tu as 15 mails à traiter. Ouais. Et donc, quel que soit le métier, on a cette sursollicitation qui fait que bah, on peut être en situation un peu d'épuisement parfois. C'est pour ça que la course à pied, pour certains, c'est presque une soupape. C'est j'ai fait ma journée, faut que je décompresse, il faut que je me défoule aussi pour ma santé mentale. Et bon, pour d'autres, sur l'inscription à une performance. Mais c'est vraiment intéressant, comme tu le dis, par rapport à l'évolution de nos sociétés. Ouais. Et ce que tu dis sur le temps, c'est marrant parce que moi, le Covid, les 2 mois de confinement, ça a changé ma vie, en fait. Ça a changé mon regard, Ouais, comme beaucoup. ça a mis un arrêt et Mm. en bien, en fait, hein. Ouais, Où ouais, j'ai arrêté de courir après le temps comme ça, justement. ouais, moi aussi, je pense que comme beaucoup, ça montre plusieurs choses. Ça montre que bah déjà, avoir une réflexion sur le temps. On parlait avant de la question de l'école, de la journée qui est aussi compressée aussi pour un élève. Mais cette journée, en fait, elle est compressée aussi pour les adultes, pour les Ah parents. oui. Ce qui fait que nécessairement, bah, à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de caser en fait un moment, un temps pour soi, un temps pour l'autre personne, pour ses enfants. Et ça devient presque, je trouve, une pression sociale. Parce qu'aujourd'hui, on a une génération aussi de jeunes parents qui aussi essaient d'être à la course au nombre d'activités sportives. Il faut le faire plus que les autres. Donc il faut que le gamin à 4-5 ans déjà, il ait 3 activités. Il ait, je sais pas, le cours de chant, l'activité musicale, artistique. Et pour moi, on est dans un trop-plein qui fait qu'à un moment donné, il va falloir peut-être effectivement avoir cette réflexion, on disait, très systémique. Et c'est pour ça que le temps, moi je trouve qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. Et un sujet qui est complètement différent, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec un enfant qui aime pas le sport? Bonne, Moi, je alors, trouve que le sport, c'est horrible de forcer un enfant à en faire quand t'aimes ouais, pas un alors, sport. déjà, ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Là aussi, ce qui est bien, c'est que c'est bien documenté à l'échelle internationale. C'est que les enfants, donc jusqu'à 10, 11, voire 12 ans, ils n'ont pas besoin d'avoir un seul sport régulier. C'est plutôt la multi-activité. Et quand je dis multi-activité, c'est dans le sens, c'est tout autant être inscrit, je sais pas, à un cours de judo, un cours Faut se dépenser, de quoi. foot, mais c'est aussi, comme tu dis, être en mouvement. Donc moi, par exemple, mon fils, il a, je sais pas, il a 5 ans, là, c'est aussi l'amener sur différents espaces où il développe sa motricité. En fait, il est en mouvement. Mais en parallèle, il va être aussi inscrit. Et c'est très culpabilisant pour les parents. Parce qu'effectivement, on se dit, ouais, mais j'ai inscrit mon gamin toute l'année. Il y a la logique aussi financière, Eh faut le oui, dire. Euh, je vais le pousser, parfois le forcer à. Je pense que là, il faut se déculpabiliser pour un enfant. Si le gamin, il veut arrêter après un an, il veut faire autre chose, au contraire, c'est plutôt intéressant parce qu'il va développer différentes motricités, sa créativité. Et ce qui est bien documenté, c'est qu'ensuite, éventuellement, il va se spécialiser autour de 13-14 ans, mais parce qu'en fait, il aura fait son choix. Il aura trouvé sa passion. C'est pour ça qu'à l'inverse, et c'est ça le problème, je trouve actuellement, un des problèmes du modèle sportif français, c'est qu'on est sur un modèle très rigide, uniforme. Il faut faire une seule activité, on est inscrit toute l'année, alors que potentiellement, un enfant, il a besoin de faire plusieurs activités, donc au moins, je sais pas, 4 cycles différents. Alors ça existe, hein. Il y a des clubs omnisports, il y a différentes associations qui ont une offre autour de la multi-activité, mais c'est pas le modèle dominant nécessairement. Ouais. Ouais. Et pour rebondir sur les études que tu disais, ouais, il y a une étude que je connais où, alors les âges, je m'en rappelle plus, mais en gros,
les meilleurs dans leur sport à Oui, 14 ans, ce ne sont plus les meilleurs à 18 ans parce qu'en fait, ils se sont spécialisés ouais. très tôt, donc logiquement, ils sont meilleurs que les autres. Bah, Mais ils ont développé moins de qualité, donc après, ouais, les articles les plus intéressants, là, vraiment en 2025, hein, l'international, ils ont comparé, mais des sportifs, des musiciens, des musiciennes, enfin, vraiment dans plein de domaines, et que du très haut niveau. Et et l'écrase majorité, bah, tous ces sportifs de haut niveau et aussi musiciens ou musiciennes, jeunes, n'ont pas fait le sport qu'ils font actuellement. ah ouais, Et aussi, ça s'explique hein, en termes de motricité, parce que ça leur a permis plus tard aussi de faire des transferts, de pouvoir s'adapter aussi à différents comportements. Et surtout, tu l'as dit, parce que là, on parle de sportif de haut niveau, hein, mais pour n'importe quel enfant, il a besoin, encore une fois, de développer différentes activités sportives pour après trouver sa voie. Et c'est ça l'indicateur qui permet à un jeune de faire un sport, mais tout au long de sa vie. ouais. Et alors qu'à l'inverse, on a parlé des filles, il y a un problème aujourd'hui pour moi, c'est pas tant donner envie à un jeune de faire le sport. Tes jeunes parents, ton gamin, ta gamine, tu l'amènes à une activité sportive, elle va s'engager autour d'une logique de plaisir. Par contre, donc c'est pas l'accrochage. Par contre, il faut éviter le décrochage, il faut éviter qu'ils arrêtent. Parce que l'ado, quand il arrête à 11, 12, 13 ans, ou au début du lycée, souvent, c'est très difficile de le raccrocher avant très très longtemps. Et parfois, c'est même jusqu'à 30 ans ou plus, quoi. On a parlé beaucoup d'écran. Est-ce que le e-sport, c'est du sport? Bonne question. Alors, je vais te dire de manière très transparente, j'ai fait une tribune il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait un D'accord, débat un je peu savais sur pas. l'entrée du sport à l'école. Euh, Là où je vais commencer par le positif. Le e-sport, si vraiment on définit le e-sport, c'est un sport dans le sens où il y a une logique de compétition. Donc là, je parle vraiment du e-sport réglementé, institutionnalisé, encadré surtout. Euh, Coaché, entraîné, hein. Là où je suis, par contre, je suis un peu plus nuancé, je suis moins favorable à ça, c'est que aujourd'hui le e-sport, en tout cas dans nos sociétés sédentaires actuelles, avec toutes les problématiques de santé mentale dont on parlait, ne permet pas une dépense physique, une intensité suffisante pour agir sur la santé. Parce que je pense qu'il faut rappeler, Ouais. c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste faire de l'activité physique. Alors on parle beaucoup, les enfants, c'est 60 minutes d'activité physique par jour, un adulte, c'est 30 minutes. Ouais, mais on parle peut-être un peu moins de l'intensité. L'intensité, elle doit être au moins modérée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu cours, tu dois être un peu essoufflé, quoi, à minima. Et à partir de là, pour faire simple, sans être évidemment un médecin, tu peux avoir des effets bénéfiques pour la santé physique, mais aussi psychologique, éventuellement sociale pour le lien, pour celles et ceux qui sont un peu isolés. Et le e-sport, je ne parle pas du haut niveau, hein, je parle vraiment de nos ados, moi même de mes étudiants et étudiantes. Ça participe quand même à être encore plus devant un écran, être en position assise. Et lorsque, encore une fois, on est davantage sur une génération sédentaire, avec toutes ces problématiques liées entre autres aux écrans, et c'est documenté, pour moi, ça me semble assez paradoxal, en tout cas, de l'intégrer, par exemple, tu vois, à l'école, ou en tout cas, moi, de le proposer, par exemple, à mes enfants. Tes prochains sujets de recherche, t'en as là? Ouais, bah, là, notamment, comme on a commencé à en parler, c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces notions d'extimité. Pour faire simple, c'est vraiment comprendre pourquoi, on l'a dit en partie, hein, pourquoi certaines et certains, en fonction d'un âge, en fonction du genre, d'un milieu social, en fonction de la discipline sportive aussi. Parce que on parle beaucoup de course à pied, mais l'Aerox, par exemple, le CrossFit, il y a aussi quand même beaucoup de contenu pour être visible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre pourquoi, effectivement, certains partagent ces publications, mettent des stories ou autres. Et encore une fois, ce qui est bien, moi, je veux rappeler dans la sociologie, c'est que c'est pas pour juger. C'est pas, c'est vraiment pour comprendre qu'est-ce qui fait que. Et en fait, pour faire simple, nous on bosse vraiment sur l'analyse qualitative. Donc c'est des entretiens, c'est des questionnaires, mais vraiment où la personne elle est libre de le répondre. Et après, on essaie de recouper les réponses pour comprendre ce que je t'ai dit. Par exemple, qu'aujourd'hui, il y a différentes motivations. Il y a la reconnaissance et la sociabilité, par exemple. Tu vois. Et pourquoi plus certains sports que d'autres? Ouais, alors là, actuellement, les travaux, ils sont surtout sur la course à pied, aussi sur le vélo, parce que Strava, au départ, c'est quand même plutôt le cyclisme. Et il commence à avoir des études un peu plus sur la musculation, Aerox, CrossFit, parce que ces activités aussi, ça fait partie de l'univers principal quand même des jeunes. Les jeunes, ils pratiquent très majoritairement pratique d'entretien, développement de soi. Ouais. Donc forcément, moi, ce qui m'intéresse, je travaille aussi sur les jeunesses, alors sportives, mais les jeunesses aussi connectées.
Donc j'essaie systématiquement de mettre en parallèle voilà, l'âge, la génération, avec le rapport au numérique, aux réseaux sociaux et donc au sport. C'est vrai, si on compare avec les sports extrêmes, où ils diffusent beaucoup sur les réseaux, mais c'est pour des raisons d'image, de Ouais. visuel, de beauté. Et les sports comme l'aerox, le running, c'est vraiment de la preuve sociale, quoi. C'est deux Alors démarches complètement, différentes. et pour autant, ce qui est intéressant quand même par rapport au sport un peu outdoor ou sur une prise de risque, etc., tu as aussi un autre élément, c'est que certains, et aussi le plus âgé, ce qui les intéresse aussi dans le partage, c'est l'archivage. Donc, c'est-à-dire qu'ils archivent pour soit bon, avoir le journal de bord, tu veux chaque année te dire, OK, cette année, j'ai couru, je sais pas, 500, 600, 700 km. Est-ce que l'année d'après, j'en fais autant? Mais dans l'archivage, certains, enfin, les répondants, ils nous disent aussi, c'est parce qu'ils veulent garder une image. Je sais pas, ils ont fait un trail ou une course, ils sont arrêtés et ils voulaient garder en image. Donc, ils ont associé aussi leur sortie à une image, à l'environnement aussi, à la nature. Donc, tu vois, c'est aussi une autre raison qui fait que je trouve aujourd'hui, par rapport à la question du climat, mais aussi de la nature, ça revient aussi comme un élément Ouais. qui intéresse aussi et que permet les réseaux sociaux ou l'application. Et c'est vrai que tu parles un peu d'auto-entrepreneur du sport, et c'est vrai que moi, là, pour le coup, un peu le premier, Strava, si j'ai couru 5 000 km une année, tu vois, je vais avoir envie de courir 5 200 l'année d'après, comme si c'était le chiffre d'affaires d'une Ouais, entreprise, quoi. ouais, mais On est... ça, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment à l'image de nos sociétés. Et pas que françaises. Bien sûr, c'est un modèle libéral. C'est un modèle Ouais. libéral. Être auto-entrepreneur de sa propre vie, donc, en fait, ça s'est développé en France dans les années 80-90, ce culte de la performance, l'image du jeune cadre dynamique. Bah, en fait, aujourd'hui, tu as ce prolongement, être auto-entrepreneur, mais dans le sport aussi. Et tu as pris un bon exemple. Mais même plus loin, parce que, en fait, à travers le sport et ton corps, tu peux aussi rentabiliser un capital corporel. Alors, certains, c'est économiquement, ils le monétisent, mais c'est aussi un capital santé. Parce que aujourd'hui, justement, pour toi, par exemple, qui a cultivé à ça, bah, faire le 5000 chaque année, bah, c'est plutôt positif parce que ça participe, j'imagine, à te motiver à avoir ces objectifs. Et bah, plus tard, quand même, ça te permettra d'avoir un capital santé plus important. Et là aussi, c'est justifié. Le fait qu'aujourd'hui aussi, par exemple, bah, le muscle, parce qu'on parle aussi souvent de la dimension narcissique, mais le boom autour de la musculation, de la course à pied, c'est aussi pour avoir un capital musculaire Ouais. qui te permettra demain peut-être d'être un peu moins vulnérable que certaines populations qui malheureusement aussi sont empêchées, je répète, qui n'ont peut-être pas la même possibilité. Mais malheureusement, la sédentarité va faire que demain, dans 10 ans, bah, les maladies cardiovasculaires, entre autres, vont être en forte augmentation. Et c'est pour ça que c'est aussi important de dire qu'il y a un capital santé quand même à conserver et à développer. Ouais, Et un capital aussi physique, j'imagine, dans la vie pour en faire des rencontres amoureuses et ouais, tout, c'est pour non? ça que bon, ça fait longtemps effectivement en sociologie que lorsque je parle de marqueurs culturels sociaux, bah, ça a été démontré que par exemple sur un entretien d'embauche, à égalité de compétences, c'est toujours l'apparence. Ouais. Donc, parce que ça dit beaucoup. Potentiellement, si tu es plutôt svelte, sportif, sportive, c'est que nécessairement dans ta vie, Tu fais tu attention. fais attention, tu es capable de fournir des efforts. Alors, ok, même si je répète, la problématique pour moi, c'est quand même oublier qu'encore une fois, on n'a pas tous les mêmes possibilités, les mêmes conditions d'existence pour bah, simplement mettre sa paire de baskets, aller courir et même encore une fois aller marcher, je sais pas, dans les Alpes ou autre. Ok. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Et en un mot, est-ce que pour toi, il y a quand même, en termes d'éducation sportive, un modèle qui est un peu mieux qu'un autre quand même? Les pays nordiques, la France, les États-Unis. Les pays nordiques, Oui. principalement, moi j'aime bien prendre l'exemple du Danemark, parce qu'il y a une vraie politique publique où dans les différents espaces, tout est pensé pour les enfants, en tout cas est pensé à hauteur d'enfant. Donc par rapport aux espaces sportifs qu'on a en France, ils sont beaucoup plus importants. Il y a une réflexion autant sur l'urbanisme, les politiques publiques pour accompagner les parents et les enfants, et ensuite à l'école avec un investissement un peu plus important. Mais quand même, pour finir là-dessus, en France, on a quand même un modèle qui fonctionne bien. On a l'EPS, mais on a aussi le sport scolaire. Par contre, peut-être qu'il y a la nécessité aujourd'hui de mieux retravailler en fait, la continuité. Comment de l'école au club, aux pratiques autonomes, donc en dehors des structures, bah, on peut peut-être créer des liens. Et je pense que c'est ça l'enjeu actuellement en France. Et ce que je te répondrais par contre, c'est que même si c'est un petit pays, on les voit pas beaucoup au tableau des médailles olympiques où ils ont jamais gagné une Coupe du Monde de foot, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est ce qu'on dit dans le pays, c'est pour ça qu'on a posé le point d'interrogation. La France n'est pas un pays de sport, pour l'interrogation. C'est que
Pour notre pays, même s'il faut comparer la population, surtout la culture, on est un grand pays de sport en termes de haut niveau, en termes d'organisation de grands événements. Tu parlais de Coupe du Monde, notamment par Ouais, exemple de football. Un peu moins quand même au niveau féminin, quand même, sport féminin. ouais, c'est vrai, ouais. Même si des sports co comme le handball, basket, quand même tirent un peu leur épingle du jeu. On est un grand pays de sportifs de sportifs, on l'a dit. Même si j'oublie pas qu'encore une fois, il y a des inégalités, je pense qu'on en a très largement parlé. Ce qui reste à faire, c'est justement passer de l'image, le grand événement Paris 2024, à réellement une population qui pas simplement se met à courir, mais intègre vraiment la culture sportive dans son quotidien. Et dans son quotidien, en termes d'importance aussi à l'école, dans l'insertion professionnelle, pour Parcoursup, pour plus tard. Et c'est là où je pense qu'on sera un grand pays de sport, mais culturellement parlant. Ok. Merci beaucoup, Guillaume. C'était Bah, hyper merci, intéressant. merci Pierre. Ouais. Et à bientôt. À bientôt, ouais. Salut. Salut. Born Podcast.